bien, merci pour votre fidélité et merci d'être à l'heure. On repart exactement dans les clous. Commerce et grands événements locaux, un lien fort. On va tenter de décrypter, de voir ce qui se fait, de voir ce qui peut se faire, de ce qu'il ne faut pas faire pour qu'un grand événement irradie une ville et le monde commerçant. Alors évidemment, quand je dis les erreurs à ne pas faire, on sait que abondance de biens peut nuire, on sait que la France est le pays des festivals, des événements en tout genre, et donc il ne faut pas évidemment se disperser. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez Sampé, le dessinateur, qui avait fait un dessin assez drôle où on voyait un couple de vacanciers, donc c'est au moment de l'été, au moment des festivals, qui arrivaient dans un petit village, et vous savez que dans le petit village, il y a le nom de la commune, et puis il y a les attributs, les qualifications de la commune, donc son camping, sa piscine, ses hôtels 3 étoiles, etc. Et il y avait marqué en tout petit son absence totale de festival. Voilà, c'est dire que parfois, il faut savoir bien juger et ne pas trop en faire, car on peut être dépassé par les événements et finalement, ça peut aller à l'encontre de ce qu'on recherche. Voilà, on va passer tout ça en revue. Commerce et grands événements locaux, un lien fort. On va partir à Rouen, on va partir à Strasbourg, on va partir en Belgique, à Wavre, dans le Brabant wallon. Et puis nous allons partir, pas si loin d'ici, à Luxembourg. J'appelle pour en parler Mathieu de Montchalin, Jean-Jacques Gzell, Françoise Pijolet, Anne Darin-Jolin. Venez me rejoindre. Bonjour à tous les quatre. Voilà, Mathieu, je vous garde parce qu'on va démarrer avec vous. Voilà, prenez un micro. Jean-Jacques, installez-vous. Françoise et puis Anne pour Luxembourg. Mathieu de Montchalin, président des vitrines de Rouen. Rouen, tout le monde connaît évidemment la cathédrale, la Pucelle, mais aussi, depuis de nombreuses années maintenant, l'Armada, qui est un événement absolument considérable, qui a pris une dimension nationale, européenne, voire internationale, ces fameux gréements. Alors, peut-être, avant que nous ne voyions le film promotionnel que vous avez fait pour la prochaine édition, qui aura lieu en 2013. Que l'Armada a fait. Que l'Armada a fait, vous avez bien raison, merci pour la précision. Peut-être nous rappeler en quoi les grands événements, quand même, sont quelque chose qui structure la ville, qui ont pu structurer l'offre. Et puis, après le film, on se posera la question de savoir, peut-être, pourquoi ça n'a pas forcément été au rendez-vous en termes d'impact et de résultats pour les commerçants. Et là, je suis sûr que vous avez un certain nombre de considérations, de recommandations peut-être, à donner aux élus et aux organisateurs. Oui, alors il y a effectivement un certain nombre d'événements qui se passent à Rouen depuis une dizaine d'années, oui, qui sont pour certains récurrents et pour d'autres qui sont des one-shot, on va dire. Oui. Alors évidemment, nous avons été ville départ, ville étape du Tour de France plusieurs fois, dont cette année, oui, et on en dira un mot tout à l'heure. L'Armada, vous allez voir par les images l'importance que peut avoir la manifestation. Et puis je vous parlerai aussi d'une manifestation qui va se tenir l'année prochaine pour la 2e fois, qui s'appelle Normandie impressionniste. Oui. Qui avait eu une première édition en 2010 et qui, à mon avis, est un exemple de ce qu'on peut faire pour mêler grands événements et commerce. Donc, encore une fois, après le film, on discutera un peu de ce qu'il faut faire, selon vous, pour améliorer, puis comment mieux mixer ces différents événements. Par contre, rester quand même dans une logique de grand événement, quand on est une ville importante comme Rouen, admirablement placée, si proche évidemment de Paris, ça reste incontournable. Oui, les grands événements, ça fait rêver tous les élus. Hein. Ouais. C'est dans tous les programmes de tous les mandats. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de Rouennais, donc je peux peut-être y aller un peu plus fort. Ouais. Ça fait rêver tous les élus, toutes les équipes municipales en quête de mandat ou en début de mandat. Ça génère des millions d'euros de dépenses. Des millions d'euros de dépenses, des dépenses directes souvent avec les organisateurs, puis des dépenses indirectes de mobilisation, des services com, des services de la ville. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas toujours assez la question des retombées de ces événements et on s'arrête trop vite aux arguments des organisateurs qui disent vous aurez des minutes d'antenne retransmises dans le monde entier et ça, rien que ça, ça vaut tous les investissements du monde. Oui, il faut se méfier des avalanches de chiffres aussi, en quelque sorte. Allez, Mathieu, on va regarder le film. Vous allez vous asseoir en ma compagnie, on va se mettre là. On va regarder le film promotionnel donc fait par les organisateurs, l'Armada, et c'est assez impressionnant, bien évidemment. Depuis 1989, l'Armada rassemble régulièrement à Rouen les plus beaux et les plus grands voiliers du monde. La 6e édition de cette incroyable fête se déroulera du 6 au 16 juin 2013 dans le port de Rouen.
Des millions de visiteurs sont à nouveau attendus sur les quais pour visiter la cinquantaine de navires présents, vieux gréements de 3 ou 4 mâts, navires de guerre des marines nationales et autres bateaux d'exception venus du monde entier qui auront remonté la Seine sur 180 km à travers les magnifiques paysages de la Normandie. Les milliers de marins participeront alors à une incroyable fête, populaire et internationale, entièrement gratuite et relayée par les principaux médias français. Le formidable rendez-vous de l'Armada de Rouen, c'est un immense rassemblement de navires venus du monde entier. On y attend, comme il y a 4 ans, des millions et des millions de visiteurs. Et l'inauguration ce matin de l'Armada de Rouen, c'est l'un des plus grands rassemblements de bateaux au monde. Des millions de visiteurs sont attendus sur les quais pour admirer et même monter à bord des vieux gréements. Concerts gratuits, feux d'artifice géants, bateaux promenades sur la Seine, stands et animations sur les quais et en ville, à l'Armada, tout concourt à la fête et aux rêves. Dès les premières éditions, les collectivités territoriales se sont associées à cet événement majeur et des partenaires privés sont aussi venus les rejoindre. L'Armada est également un rendez-vous pour tous les décideurs locaux, personnalités politiques, acteurs économiques, dirigeants d'entreprises. Le bateau qui a du mal à... Voilà, ça devrait reprendre. Alors, que se passe-t-il? On va pouvoir reprendre... Oui. C'est dommage parce que là, c'était bien lancé. On voyait bien effectivement les images somptueuses du bateau remontant la Seine. Alors... c'est dommage parce que le film était particulièrement bien fait et faisait le lien avec Normandie impressionniste, ce dont vous nous parliez, mon cher Mathieu, qui est une grande exposition autour des impressionnistes en Normandie. Dieu sait s'ils ont été nombreux, évidemment, à chérir les paysages de lumière, de cette lumière exceptionnelle qu'est la lumière normande, que ce soit celle du littoral ou des bords de Seine. Alors, l'Armada, c'est vraiment quelque chose qui transcende la ville, peut-être pour nos amis étrangers qui viennent de Belgique, d'Italie, d'Espagne. C'est vraiment quelque chose où la ville... C'est tous les combien, rappelez-moi? Alors c'est tous les 4 ans, généralement tous les 4 ans, parce qu'il y a maintenant des grands rassemblements de voiliers partout dans le monde, oui. En tout cas dans tous les grands ports. À Brest, il y en a à Brest, mais il y en a dans énormément de capitales européennes, y compris dans d'autres pays du monde. Donc en fait, il y a un calendrier très serré maintenant. Les bateaux se font payer très cher pour venir dans ces grands rassemblements. Il faut savoir que tout un business, un budget, ça peut être de l'ordre de, pour les plus prestigieux, c'est 50 000 € par jour de présence. Et on les paye. Et ils sont payés pour ça. Donc, oui. Et après, la manifestation fait en sorte que les gens puissent visiter gratuitement. Donc fatalement, la manifestation doit financer plusieurs millions d'euros de location de bateaux, on va dire. Donc c'est tous les 4 ans. Ça génère, alors, bon, là, tout à l'heure on parlait des chiffres selon les organisateurs et selon la police. Moi, je ne me battrai pas dans les chiffres. En tout cas, on est sur plusieurs millions de personnes, ça c'est évident. Les organisateurs annoncent 10 millions de visiteurs. Je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on compte 2 fois, mais il faut avoir un peu pitié des organisateurs. Au bout de plusieurs jours de manifestation, avec des marins, l'alcool aidant, on a tendance à voir un peu double. Mais on est quand même sur des millions de personnes. Le chiffre d'affaires, je ne peux pas vous le donner parce qu'en fait, il est très difficile à déterminer et notamment, il est très difficile à déterminer pour toutes les parties commerciales. Ça se passe sur les quais en plein centre-ville de Rouen. Vous descendez de la gare à pied pendant à peu près 10 minutes et vous tombez donc sur la Seine et vous tombez sur les quais avec ces bateaux qui sont absolument incroyables. Ils sont plus hauts que tous les immeubles qui bordent la Seine. Oui, et donc, si vous voulez, ça fait un spectacle absolument merveilleux. Je crois que si certains d'entre vous ont l'occasion de venir, ça vaut vraiment le coup. En revanche, il y a, comme la manifestation est gratuite, il y a une commercialisation de tous les quais avec des stands qui sont vendus assez cher et on ne connaît pas du tout le chiffre d'affaires qui est réalisé là-dessus. Alors les stands, ce sont plus des stands des buvettes, des bars, des vendeurs de gaufres, etc., des vendeurs de souvenirs, c'est ça? Il y a toute cette partie-là, et puis il y a eu des années où, pour rentabiliser la manifestation, on trouvait aussi des endroits où vous pouviez acheter, refaire vos fenêtres, des nouveaux escaliers, des poêles à bois exonérés d'impôts. Ouais. Donc il y a eu un côté peut-être un peu hyper commercialisation du site qui a probablement un peu nui et on est normalement revenu à des choses un peu plus logiques pour cette édition. Bon, alors quel est le problème aujourd'hui, Mathieu? On en a un peu parlé
au téléphone quand je vous ai appelé pour un peu débroussailler les sujets, et vous me disiez, moi j'aimerais bien quand même aborder ce thème, c'est que selon vous, donc patron des vitrines de Rouen, il n'y a pas assez de retombées pour les commerçants en dur, en quelque sorte, les commerçants du centre-ville. C'est vraiment ça? Je vais même aller encore plus loin. Oui. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de retombées en dur pour les commerçants. Vous avez 10 millions de personnes, vous me dites, qui sont là, peut-être un peu plus en comptant ceux qui ont un peu trop bu. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, encore une fois, le centre-ville de Rouen, qui est un des plus beaux centres-villes de France, la cathédrale, etc., qu'on n'arrive pas à mêler le haut et le bas de la ville, en quelque sorte, les rives et le centre-ville? Je pense que tous ceux qui, dans la salle, ont accueilli un jour le Tour de France vont comprendre ce que je vais dire. Il y a un certain nombre de manifestations pour lesquelles les gens viennent exclusivement pour cette manifestation. C'est le cas de l'Armada. Et l'Armada, c'est quelque chose... Alors évidemment, ça dépend de la météo, mais vous décidez de venir, vous arrivez le matin, vous passez la journée sur les quais, ou vous restaurez sur les quais. En fin de journée, soit vous habitez pas trop loin, donc vous décidez de rester jusqu'au feu d'artifice à minuit. Donc en fait, vous passez la journée sur les quais. Si par contre vous devez rentrer en train à Paris, vous rentrez un peu plus tôt, mais de toute façon, comme ça se passe au début de l'été, il est de l'ordre de 20h. Donc en fait, on ne dort pas à non, Rouen. On ne dort pas à Rouen parce que pendant l'Armada, toutes les chambres d'hôtel sont plus ou moins accaparées par les sponsors, les équipages, les missions diplomatiques, puisque beaucoup de ces bateaux sont en fait des bateaux qui représentent leur marine nationale. Ouais. Et donc il y a énormément de... Donc en fait... Bien sûr, ça génère beaucoup de monde, et notamment pour un certain nombre d'hôteliers et de restaurateurs. Mais le but de la manifestation n'est pas de créer du trafic en centre-ville. Pour autant... Et ça, vous le regrettez? Non, pour autant, je ne voudrais pas qu'on le supprime, parce que en termes d'image pour la ville, c'est incroyable. Très honnêtement, en tant que Rouennais, moi, je passe à chaque fois 10 jours merveilleux à voir des choses qui sont assez extraordinaires. La présence de centaines de marins dans la ville, c'est quelque chose qui donne une couleur qu'on ne retrouve jamais. Mais il ne faut pas attendre, en tant que commerçant, des retombées extraordinaires de cette manifestation. Alors, Mathieu, pour autant... C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelles recommandations pourriez-vous donner au pouvoir public, aux organisateurs, pour qu'une part quand même du gâteau vous revienne? J'imagine que vous avez une petite idée derrière la tête. Oui, alors évidemment, derrière ce constat un peu général, nous, on essaye quand même de favoriser, notamment lors de leur transhumance dans la ville, que ce soit à l'aller ou au retour, de faire en sorte que les millions de personnes qui arrivent quittent un peu la rue Jeanne d'Arc pour essayer d'aller dans les rues alentours et donc découvrir soit des commerces, soit des restaurants. Donc, pour nous, le travail avec la mairie et avec les organisateurs, ça consiste à essayer de multiplier les occasions de sortir de l'autoroute qui va de la gare à la Seine. Ça passe par, évidemment, essayer de favoriser les séjours de longue durée, essayer de faire dormir les gens dans la région, à défaut de les faire dormir le jour. Ça passe par une meilleure information de ce qu'on peut trouver dans Rouen et des sites qui peuvent intéresser les gens qui viennent sur l'Armada et qui peuvent en avoir marre au bout d'une demi-journée. Donc ça, si vous voulez, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui restera de toute façon un peu frustrant et un peu insuffisant. Alors, à la différence de Normandie impressionniste. Alors justement, on va en parler dans un instant. Le Tour de France, là aussi, vous me disiez, finalement, les villes payent cher. L'organisateur, chaque fois, s'enorgueillit de faire de grosses recettes, que les villes se battent pour être ville-étape du Tour de France. Là aussi, vous me disiez, pas terrible en termes de retombées pour le monde du commerce. Il faut que je commence par demander pardon à Valérie Fourniron, qui est l'ancien maire de Rouen et qui est ministre des Sports. Donc quand on va lui rapporter mes propos, c'est sûr que ça va pas lui plaire. Mais il est clair que le Tour de France, pour moi, fait partie de ces manifestations qui coûtent très cher aux villes. Très cher en organisation, qui asphyxie complètement la ville. Là, pour le coup, c'est dur quand même. Non, c'est une réalité. Alors, encore une fois, en termes d'image pour la ville, c'est une bonne chose, mais le problème vient quand les élus présentent ça comme un fantastique potentiel pour la ville. Nous, en tout cas, cette année, on était ville-étape. On ne peut pas du tout dire que ça a joué le rôle que c'était censé jouer dans l'animation de la ville et dans le truc. Je vais vous rejoindre parce que si vous mettez debout, je me lève pour aller admirer les tableaux impressionnistes, parce que là, il y a une grosse exposition qui va avoir lieu pendant plusieurs mois, et il s'agit évidemment de mêler impressionnisme et Normandie, les choses qui vont parfaitement ensemble. Alors, est-ce que là, on a un produit qui vous irez, vous, parce que les gens
ils vont de manière plus détendue. Si vous dites tout, je ne vais pas y arriver. Sur l'année, il y a du CSP+, par exemple. Est-ce que tout ça, ça peut vous aider? Oui, il a tout dit, donc je vais passer la parole à l'auditeur suivant. Ouais. Non, en fait, pour moi, Normandie impressionniste, blague à part, c'est typiquement le succès de l'implication entre les élus, le développement patrimonial et culturel, et la vie de la ville, donc notamment le commerce. Normandie impressionniste, ça se passe sur 5 mois. 5 mois en 2013, c'était 4 mois en 2012. L'exposition qui se passait au Musée des Beaux-Arts, qui rassemblait un nombre incroyable de tableaux impressionnistes et qui en rassemblera encore à nouveau en 2013. Donc, pour le coup, là, vous devez absolument venir à Rouen, c'est évident, parce que ça ne se regarde pas à la télé, pour le coup. Cette exposition, elle draine à peu près 250 000 visiteurs. Et je sais qu'ici, on est à Nancy, mais on n'est pas très loin de Metz, qui a vu également la fréquentation de la ville complètement modifiée avec l'inauguration du centre Beaubourg. Donc, quand vous venez voir une exposition à Rouen, dans la plupart du temps, vous venez soit d'un des pays étrangers limitrophes de la France, à moins de 2 heures de voiture, donc Belgique, Hollande, Grande-Bretagne. Voilà. Et donc, vous ne venez pas que voir une exposition. Vous allez 2-3 heures au musée et après, vous passez du temps dans la ville. C'est un des plus beaux centres-villes médiévaux de France. Je l'ai dit. Et donc, si vous voulez, très clairement, le centre-ville de Rouen, il attire les touristes qui ne se limitent pas à cette visite de l'exposition. Et donc, ça, je veux dire par là, et je vous repose un peu ma question, c'est qu'une exposition d'impressionnistes, c'est le bon instrument, en quelque sorte, pour faire venir ces gens que vous voulez qu'ils viennent dans les conditions que vous voulez qu'ils viennent, là aussi, oui, c'est ça? Je ne dis pas que c'est la seule solution. On a vu tout à l'heure une présentation de Nancy Renaissance. Je pense que voilà des opérations qui mêlent vraiment les intérêts du commerce et de l'animation du centre-ville parce qu'elles sont sur une durée suffisamment longue pour que les choses d'abord se fassent sans à-coup, c'est-à-dire on n'est pas avec 2 millions de personnes en une journée et puis le lendemain plus personne. On est sur quelque chose qui s'étale beaucoup plus. On est effectivement sur des catégories socio-professionnelles, les touristes, les CSP+, qui intéressent le commerce parce qu'il y a du pouvoir d'achat. Et on est surtout sur quelque chose qui s'étale dans le temps, qui s'installe. Et donc, si vous voulez, tout ce que peuvent mettre en place les commerçants pour accueillir les visiteurs et les touristes, c'est quelque chose qui trouve une rentabilité dans le fait que ça dure 4 mois et que sur 4 mois, vous pouvez mettre en place des choses que vous ne savez pas rentabiliser sur un week-end. Donc, dans une politique de ville, il faut de tout. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les grands événements sportifs, qu'il faut supprimer des événements du type de l'Armada. Je dis simplement que, et je crois que les élus de Rouen l'ont bien compris, le plus spectaculaire sur 48 heures n'est pas obligatoirement ce qui génère le plus d'activité dans la ville. Et alors, on va conclure là-dessus. Mathieu, l'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir les 2 événements qui se répondent. Et quelque part, on l'aura entre l'Armada et donc les impressionnistes. Oui, alors cette année, ils se passent tous les 2 en même temps. Je ne sais pas si c'était exactement voulu par les organisateurs des uns et des autres au départ. Oui, un hasard de calendrier politique et de scrutins municipaux à venir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, cette année, on va cumuler les 2 et on verra bien les enjeux de ces 2 manifestations avec les spécificités de ces 2 manifestations. Et si je dois terminer juste sur un mot, je dirais que c'est là que le travail entre une association comme les Vitrines, n'importe quelle ville, et une mairie peut jouer parce que finalement, les élus ont besoin de prendre conscience que les besoins du commerce ne sont pas obligatoirement exactement les mêmes que ceux de la télé, qui va faire un reportage, que ceux de l'agence de com qui va venir leur vanter les mérites de tel ou tel, ou que ceux de l'organisateur de la manifestation. Et je crois que c'est à nous aussi de ne pas apparaître comme les ronchonneurs permanents qui crient sur le fait qu'on a interdit l'accès de la ville le jour du Tour de France. Ça, c'est pas très productif. C'est à nous de dire aux élus, voilà, il y a des manifestations, il y a des façons de faire de l'événementiel qui sont peut-être plus douces, moins visibles, mais qui finalement sont rentables et ont un impact beaucoup plus fort. Normandie impressionniste, c'est une opération qui, non seulement culturellement, est très forte, qui donne de l'ampleur à la ville, mais qui est aussi quelque chose qui rapporte de l'argent aux commerçants, aux musées,
puisque l'opération était bénéficiaire pour le musée. Il a même pu acheter 2 toiles à Drouot cette année grâce à ça. Et c'était également tout à fait bénéfique pour les finances de la ville, puisqu'elles aussi en ont bénéficié. On va conclure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Abondance de biens parfois peut nuire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut essayer de lisser les choses et qu'on ne soit pas dans des multitudes de festivals, d'événements, etc., qui fait que quelque part, après, la communication est finalement un peu brouillée, quoi, en quelque sorte. C'est ça ? C'est ça. Et surtout, bien être conscient que les besoins des commerçants, enfin, ou l'intérêt pour les commerçants n'est pas obligatoirement toujours lié à l'intérêt de l'élu ou à l'intérêt du service com de la ville. Voilà. Bravo, merci à vous Mathieu de Montchalin qui est venu de Rouen nous rendre visite pour donc nous parler à la fois voilier, à la fois petite reine avec le Tour de France et puis donc Beaux-Arts avec les impressionnistes en Normandie. Allez, on va de la Normandie, Rouen, on part à Strasbourg. Jean-Jacques Zell, venez me rejoindre. Prenez un micro si vous voulez bien. Prenez un micro, voilà. Alors, il est le monsieur des marchés de Noël à Strasbourg. Alors, vous êtes aujourd'hui adjoint au maire de Strasbourg en charge du tourisme. Vous êtes d'ailleurs le président de l'Office du tourisme de Strasbourg. Et donc, vous avez créé, dans les années 90 maintenant, et ce que je ne savais pas, c'est que c'est même déposé à l'INPI, ça j'en revenais pas. À l'INPI. À l'INPI, Strasbourg, capitale de Noël, avec, on va en parler, tout ce qu'il y a autour. Donc si vous êtes, mon cher Mathieu à Rouen, si vous voulez faire les Rouen, capitale de Noël, notre ami vous attaque en justice. Absolument. Absolument, oui, là. Aucun complexe, hein. Aucun complexe. Quand j'ai appris ça, j'étais scié. Allez, on part donc à Strasbourg, le plus grand marché de Noël au monde. Moi, j'étais persuadé que c'était à Munich, en Allemagne, mais non, pas du tout. C'est à Strasbourg, même si je savais qu'il était très important. Mais c'est vraiment un phénomène, quelque chose d'extraordinaire. Alors, est-ce qu'on vous a amené le... Non, mais ils le font direct de la régie. Ceux qui le font direct. C'est déconnecté de ce que je vais dire. Bon, alors, vous allez quand même pouvoir regarder ou devant vous, comme ça, pour être face à la salle. Ouais. Donc, un peu, en quelques fiches, en quelques slides, on va un peu revenir sur ce phénomène des sapins de Noël et donc des marchés de Noël à Strasbourg. Allez, je vous écoute. Voilà, donc, bienvenue dans quelques jours à Strasbourg pour la 442e édition du marché de Noël et la 21e édition de Strasbourg, capitale de Noël. Oui. Donc Strasbourg, capitale de Noël, c'est sur la base des traditions du marché de Noël qui a été créé en 1570, d'autres ingrédients, si vous me permettez l'expression, que l'on a rajouté, à savoir la ville la plus illuminée, je dis bien du monde, pendant cette période, parce que si vous prenez Paris, à part les Champs-Élysées et les grands magasins Boulevard Haussmann et quelques grands hôtels, il n'y a pas spécialement d'illumination. À Strasbourg, eh bien, c'est toute la ville qui est illuminée grâce, et je le salue ici puisqu'il est présent, à Pierre Bardet, qui est d'abord, félicitations Pierre, tu as été réélu ce matin vice-président des vitrines de France. Et surtout qui patron des commerçants de Strasbourg. Et qui s'occupe... Bah oui, Pierre, et c'est lui qui... Levez-vous, Pierre, levez-vous. Voilà, Pierre Bardet qui est au deuxième rang et qui s'occupe spécifiquement des illuminations en liaison avec la ville pour un budget d'environ 700 000 euros, 350 000 euros la ville, 350 000 euros les commerçants. Lorsque les commerçants nous donneront 700 000 euros, nous donnerons 700 000 euros au niveau de la ville. C'est donnant-donnant. C'est un partenariat entre le commerce et donc la ville de Strasbourg. Alors, je disais comme ingrédient également le plus grand sapin illuminé du monde, c'est-à-dire environ entre 35 et 40 mètres. On dit qu'il y en a un autre à New York, au Rockefeller Center, c'est vrai, mais là-bas, c'est un sapin artificiel. C'est la différence. Ils sont redoutables, les Alsaciens. Voilà. Et puis, évidemment, un invité d'honneur, un pays chaque année. Cette année, ce sera la Géorgie. L'année dernière, c'était la Suisse. Il y a 2 ans, c'était la Russie, etc. Et puis, les églises. Alors, que viennent faire les églises là-dedans? On ne compte pas les transformer en Alsace en commerce. Je dis ça par rapport à ce que j'ai cru entendre tout à l'heure. Nous avons le respect des traditions, nous avons le respect des religions, nous avons le respect de la vie spirituelle. Oui, mais enfin, aux Pays-Bas aussi, et donc, mais peut-être évidemment, un jour, ça arrivera quand même dans et donc, la églises. cathédrale de Strasbourg, comme celle de Reims, puisqu'il y a des gens de Reims, ce n'est pas prévu au programme pour les prochains oui, siècles. pas la cathédrale. Voilà. Et donc, les églises participent. Elles sont ouvertes pendant les 35 jours que dure l'opération.
Et cela participe évidemment de la tradition, de la réussite qui remplit nos commerces, qui remplit nos hôtels, qui remplit nos restaurants, puisque alors qu'il y a 25 ans, le mois de décembre était le pire avec le mois de janvier pour les hôtels et les restaurants, c'est devenu le numéro 1 et il vaut mieux réserver si vous voulez venir. Alors, quand je vous ai eu au téléphone, j'ai réussi à l'avoir 10 minutes tellement il est débordé, mais là j'imagine que vous êtes en pleine chauffe, vous me disiez, parce que je me suis dit, je vous ai un peu titillé, je vous ai dit, mais attendez, les églises, vous croyez que c'est vraiment ça qui donne ce caractère extraordinaire à Strasbourg? Il m'avait dit, détrompez-vous, c'est qu'on soit chrétien ou pas, hein, c'est ça qui donne, qu'on garde ce côté spirituel qui donne cette magie absolue du marché de Strasbourg. Oui, tout simplement parce que les églises sont ouvertes, aussi bien les églises protestantes que catholiques, et il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des concerts, des animations dans les églises. Et donc, simplement, un des marchés de Noël est à 10 mètres de l'entrée de la cathédrale. On a laissé quand même l'entrée libre pour que toutes les personnes puissent admirer. Il y a d'ailleurs crèche, etc., bien sûr, à la cathédrale, mais également dans toutes les églises de Strasbourg. Et c'est ce côté traditionnel qui fait également que le premier sapin décoré vient d'Alsace, de la ville de Sélestat, à 40 km de Strasbourg. Et c'est tous ces ingrédients qui font la magie de Noël à Strasbourg, qui est souvent copiée mais jamais égalée. Nous sommes toujours très heureux de recevoir des délégations de commerçants en particulier. Je me rappelle par exemple que M. Juppé, alors maire de Bordeaux, est venu avec une délégation de commerçants de Bordeaux, mais également de Rouen, de Nantes, de Milan, de l'étranger, de partout. Et nous en sommes très heureux. Comment faire en sorte, parce qu'à Bordeaux, bon, qu'est-ce qu'on peut vendre? Il y a les cannelés, il y a les huîtres, évidemment. Mais bon, ce n'est pas une tradition. À Marseille, à la limite, il y a les santons, il y a une tradition des marchés de Provence. Mais à Bordeaux, il n'y a pas cette tradition. Vous, en Alsace, c'est absolument inscrit dans les gènes, on est d'accord, comme dans tous les pays rhénans, ce phénomène des marchés de Noël. Qu'est-ce que peut faire quels sont les conseils que vous avez donnés à Juppé, à Bordeaux, pour qu'il essaye de faire quelque chose qui tienne la route, alors que ce n'est pas du tout une tradition bordelaise? Comme Juppé, il sait assez bien faire, on s'est méfié, alors on ne lui a pas donné trop de conseils. et il a parfaitement réussi les bords de la Garonne, les immeubles du XVIIIe siècle, etc., sur Bordeaux. Et non, il est venu voir, et suite à cela, il y a un marché à Bordeaux, d'ailleurs en plein centre, qui s'est créé, un marché de Noël, certes relativement modeste, comme il y en a un peu dans toute la France désormais. Vous n'avez pas peur que le marché de Strasbourg, on vous le pique quelque part et que ça paraisse galvaudé et qu'au bout d'un moment, les gens soient saturés, alors que vous, c'est vrai que c'est totalement incroyable, le monde dans la rue, l'atmosphère, cette espèce de spiritualité quelque part, les produits alsaciens qui débordent des étals. Voilà, vous n'avez pas peur que tout ça, ça finisse par saturer en quelque sorte? Il y a toujours un risque. Pour l'instant, nous assumons à peu près le succès depuis une vingtaine d'années, mais nous restons vigilants par rapport à la qualité des produits. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'avec les commerçants, avec les artisans, avec les forains, nous travaillons, mais également avec toutes les associations, nous travaillons pratiquement toute l'année pour préparer Noël. Bref, chez nous, c'est Noël 365 jours par an. Et pas plus tard que ce matin, le grand sapin de 35 mètres est descendu du Donon, à la limite entre la Lorraine et l'Alsace, et est installé depuis ce matin sur la place Kléber à Strasbourg. Alors, on voyait des images effectivement avec les forains. Alors bon, les journalistes, on dit toujours qu'ils aiment bien regarder les trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que le contraire. Alors moi, en regardant un peu le sujet, j'ai vu quand même qu'il y avait des problèmes un petit peu. Comment vous allez essayer d'y remédier sur de la bimbeloterie en quelque sorte, des produits qui viennent de Chine et qui ne sont pas toujours aussi alsaciens qu'on voudrait qu'ils le soient, quoi, en quelque sorte. Est-ce que c'est un danger? Et oui, c'est exact. Et comment y remédier? Comment en avoir conscience? Comment faire en sorte que vos forains défendent vraiment le Made in Alsace traditionnel, quoi? Alors, le Made in Alsace n'est pas toujours gratuit, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, il est même cher. Oui, oui. Et donc, Strasbourg, capitale de Noël, se veut être une opération à caractère populaire, raison pour laquelle nous accueillons environ 2 millions de visiteurs chaque année, dont 1 400 000 excursionnistes, c'est-à-dire ceux qui viennent le matin et qui repartent le soir. Cela est facilité d'ailleurs depuis qu'il y a le TGV et depuis qu'il y a la nouvelle ligne de TGV depuis Marseille et Montpellier. Et puis 600 000 touristes au sens strict du terme,
c'est-à-dire qui restent au moins une nuit. Alors qu'ils viennent d'Allemagne, qui viennent de Suisse, de toute l'Europe et même au-delà. Et donc, puisque j'en reviens au commerce, puisque je suis chargé du tourisme, mais je suis également chargé du commerce à Strasbourg. Et donc, c'est l'achat plaisir. Et l'achat plaisir, il faut qu'il puisse être fait, y compris par les personnes modestes, pas seulement par les gens qui ont les moyens. Et c'est cet achat plaisir qui fait que, alors que la ville de Strasbourg investit un montant de 2 500 000 € chaque année pour Strasbourg, capitale de Noël, le retour sur investissement est d'environ 160 millions d'euros, c'est-à-dire 70 fois plus que l'argent investi. Vous êtes sûr, vous êtes sûr de vos chiffres? Eh oui, et ils sont approximatifs, comme disait notre ami tout à l'heure de Rouen, parce qu'on ne peut pas avoir de chiffres scientifiques. Mais ce que l'on sait sur Strasbourg, c'est que les visiteurs, c'est-à-dire ceux synonymes excursionnistes, je répète, ceux qui viennent que pour la journée, dépensent environ 50 € fois 1 400 000, d'ailleurs on ne pourrait même pas les loger, on n'aurait pas assez de place, et les 600 000 touristes, c'est-à-dire ceux qui restent une nuit au moins, dépensent en moyenne 150 à 200 €. Et vous faites le calcul, oui, et on vous arrive arrivez à peu près, effectivement, aux 160 millions d'euros de retour sur investissement. Vous êtes intarissable. Non mais ça fait depuis le début que vous en occupez en plus. Et tous les ans avec le même plaisir. Pas depuis 1570. Non, depuis 1992. Depuis 1992. Depuis qu'a été lancée l'opération Strasbourg, capitale de Noël. Bon, je reprends, mais vous êtes extraordinaire, vous êtes formidable. Alors, vous devez vraiment plaire aux étrangers quelque part, parce que ce qui est génial avec Strasbourg, c'est qu'ils exportent le concept à Tokyo, vous l'avez fait, vous le faites là à Moscou, vous allez le faire, je crois, à New York, et vous partez avec l'extraordinaire image du marché de Noël, avec vos petits commerçants alsaciens qui vendent des choucroutes, des saucisses et compagnie, là-bas. Pas seulement de la nourriture, pas seulement de la nourriture, ouais. Des produits manufacturés, fabriqués en Alsace. Et donc, nous avons effectivement, je n'aime pas trop le terme, mais c'est quand même cela, exporté le marché de Noël de Strasbourg à Tokyo en 2009 et en 2010. Et ils ont aimé, les Japonais, ils ont aimé? Écoutez, plus d'1 million de visiteurs, et surtout accompagnés par la NHK, la plus importante chaîne de télévision japonaise, et surtout nos amis de TF1, France 2, France 3, qui nous ont, avec Claire Chazal et d'autres, qui ont commencé le 20h, Claire Chazal, en disant « Qu'y a-t-il de commun entre les sushis et la choucroute ?» Eh bien, le reste... Ça, c'est le talent journalistique de Claire Chazal. Hein. Je suis obligé de m'incliner. Hein. Enfin, bref. Et donc, cette année, du 23 décembre plus exactement, au 7 janvier, nous serons sur la place Rouge à Moscou, avec des commerçants de Strasbourg, avec des artisans de Strasbourg et de la région. Et par conséquent, nous aurons, je pense, le même succès. Ça crée quel volume d'activité? C'est chiffrable, ça? Ça, on n'a pas les chiffres exacts, parce que c'est la promotion de Strasbourg. On ne va pas vendre ce qu'on appelle les bredela, les petits biscuits de Noël, ou bien des produits alsaciens sur la place Rouge par plaisir quand il fait moins 20 ou moins 25 degrés. Et on dit d'ailleurs merci au commerce moscovite, parce que devant la place Rouge, quand il fera moins 20 ou moins 25, on a déjà fait l'expérience l'année dernière en éclaireur, il y a une galerie souterraine marchande où on peut aller se réchauffer. Et donc, l'année prochaine, nous serons devant chez Macy's, le plus grand magasin de New York, pour faire la promotion, évidemment, de Strasbourg et de l'Alsace. Est-ce que ça fait venir des touristes? Et alors, pour le retour sur investissement, bien entendu, c'est avant tout de faire connaître Strasbourg et en sa qualité de capitale européenne et internationale, et surtout de faire venir des touristes chez nous, pas seulement à Strasbourg, mais en France. Pour prendre l'exemple du Japon, depuis que nous avons été à Tokyo, nous avons une augmentation de 60% du nombre de Japonais qui sont venus en Alsace. Mais comme vous le savez, quand ils viennent en Alsace, ils viennent aussi dans d'autres régions de France, ou en Suisse, ou en Allemagne. Oui, et puis surtout, quand ils vont en Alsace, ils vont à Colmar, ils font la route des vins. Voilà, exactement, exactement. Eh bien, il est formidable. Alors là, je vous propose que nous l'applaudissions, mais vraiment chaudement, comme si nous étions à Noël.
devant une bonne choucroute et un bon verre de Riesling. Ben, merci à vous, Jean-Jacques. Restez avec nous. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël avant l'heure, parce que je suis sûr que vous aurez des questions dans la salle de personnes à Périgueux, à Landivisio, ou je ne sais où, ou à Orléans, qui peut-être vont vouloir vous demander leurs conseils. Merci à vous, Jean-Jacques. Allez, Françoise, venez me rejoindre. Pas facile, hein, je vous préviens, de succéder à Jean-Jacques Zell, parce que c'est un sacré numéro. Alors, Françoise Pijolet, premier échevin de Wavre, comme on dit en Belgique, donc premier adjoint au maire de Wavre, Wavre à 30 km de Bruxelles, on va en reparler, en charge de la culture et du commerce. Et vous, c'est le jeu de Jean et Alice. On va voir tout ça avec le film qui va défiler. Vous allez commenter tout ça. Le pointeur, est-ce qu'effectivement on peut apporter, voilà, merci mademoiselle, le pointeur et le défileur à Madame Pijolet. Donc pour parler du jeu de Jean et Alice qui remonte au Moyen-Âge avec, en quelque sorte, l'indépendance dès 1222, elle va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi, des commerçants par rapport au pouvoir féodal, qui sont devenus des hommes francs, des bourgeois en quelque sorte, oui. Et donc depuis 1222, bah oui, j'ai bien appris, j'étais fasciné par votre histoire, mais vous avez plein de choses encore à nous dire. Depuis 1222, effectivement, et vous avez ce jeu de Jean et Alice que vous avez remis au goût du jour, donc bien évidemment. Alors allons-y pour donc Wavre et le jeu de Jean et Alice. Oui, avant de continuer et raconter l'histoire, peut-être, je voudrais me présenter à vous, mais vraiment en toute humilité, à côté de Rouen, de Strasbourg et de Luxembourg. Et je remercie vraiment d'autant plus chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité à ce rendez-vous, Monsieur Lehmann. Et bien voilà qui est dit. Wavre, donc au sud de Bruxelles. Allez, voilà. Allons-y. Alors, allons-y, un petit peu d'histoire. Ouais. Peut-être avant de vous expliquer en quoi consiste le jeu de Jean et Alice, je voudrais vous expliquer... oui, c'est par là. Ah oui, c'est vrai, il faut pointer de ce soir-là. Je voudrais vous parler un peu de Wavre. Nous avons vu l'hôtel de ville... Et ça, c'est un peu le mannequin piece, oui, en quelque sorte. De Wavre. En fait, c'est le maca. C'est une figure emblématique de Wavre qui représente un petit garçon farceur, moqueur. Et le surnom de maca est toujours le surnom qui est donné aux habitants de Wavre actuellement. Et alors, on lui polit les fesses, alors? Alors, le fait de lui polir les fesses porte bonheur, effectivement. Voilà. Donc, vous voyez que le passage a été relativement important. Oui, je vois. Allez, n'allez pas trop vite parce que ça se dérègle après. Voilà. Donc Wavre en quelques mots, c'est une ville d'un peu plus de 33 000 habitants, située comme vous l'avez dit à environ 25 km au sud de Bruxelles. Depuis 1995, Wavre est devenu le chef-lieu de la 10e province de Belgique, la toute jeune province du Brabant wallon. Depuis le Moyen-Âge, elle est à la fois carrefour routier et centre commercial. En fait, c'est peut-être la raison pour laquelle je me trouve aussi parmi vous aujourd'hui. Ça va être d'ailleurs la raison de mon exposé et le point de départ de la création du jeu de Jean et Alice. Wavre compte grosso modo 550 entreprises réparties en 2 zonings et 900 commerces, dont environ 400, peut-être un peu plus, en centre-ville. Voilà pour les présentations. Wavre, une ville d'atmosphère et une ville commerçante. Je voudrais préciser que, contrairement à la magnifique ville qui nous accueille aujourd'hui, Wavre, hélas, a connu à de multiples reprises des pillages, des incendies, et donc ne bénéficie pas, ou presque pas, de vestiges historiques. Mais en dépit de cela, elle est réellement un centre commercial depuis le Moyen-Âge. Voilà, on voit des photos d'atmosphère, effectivement. Vous voyez l'église en arrière-fond, ça va jouer son rôle dans un instant, vous allez voir. Une vue d'une de nos rues commerçantes lors de la braderie. Alors, je vais... Voilà, on arrive à nos on marchands arrive bourgeois. Un peu d'histoire cette fois. En fait, la raison de ma présence parmi vous, c'est de vous présenter le jeu de Jean et Alice. Qu'est-ce que le jeu de Jean et Alice? C'est une fresque historico-folklorique, je vais dire, mais qui nécessite quelques petits mots d'explication. Alors, je vous invite à faire un retour en arrière et à retourner, comme à Maastricht tout à l'heure, au XIIIe siècle.
Wavre vit à cette époque sous le régime de la seigneurie foncière. Pourtant, elle connaît un certain nombre de mutations, sa population croît, les défrichements sont importants, ses marchés se multiplient, son commerce commence à se développer et de manière naturelle, les bourgeois de Wavre se posent vraiment en opposition face au pouvoir seigneurial. Et à cette époque, en 1222, ils vont réclamer davantage de pouvoir, davantage de liberté pour leur ville, et ce sera chose faite donc en 1222. En 1222, l'histoire nous dit que c'est le duc de Brabant qui octroie aux Wavriens, à la ville, la charte des libertés et franchises. Pourtant, sans doute était-il moins sympathique à la population, mais toujours est-il que la tradition orale fait en sorte qu'on attribue aux seigneurs de Wavre, Jean et Alice, l'octroi de cette charte qui a permis vraiment à Wavre de se développer dans la mesure où la circulation des biens et des personnes était beaucoup facilitée. Alors là, on arrive en 1954, on l'a vu sur le slide, et les carillons, voilà. Symbole de liberté, donc on est 700 ans plus tard, 720 ans plus tard, et donc la naissance du jeu de Jean et Alice, voilà. Concrètement à Wavre. Alors, voilà, encore un petit mot d'explication. Ouais. Pourquoi 1954 ? Eh bien tout simplement parce que vous savez que pendant la guerre, les pays occupés se voyaient réquisitionner les cloches des églises par l'occupant allemand pour en fabriquer des engins de guerre. Ça a été le cas à Wavre, qui a dû livrer en 1943 2 des 3 bourdons de son église Saint-Jean-Baptiste. Une fois la liberté retrouvée, après la guerre, un rêve vieux de 3 siècles a refait surface, c'était doter l'église d'un carillon. Et pour ce faire, la ville, l'association commerciale et industrielle locale, et grâce à une souscription publique, on fait en sorte que le rêve devienne réalité. Donc effectivement, en 1954, Wavre a pu bénéficier de son carillon. Alors on voulait évidemment célébrer l'événement avec faste, et c'est à ce moment-là que, dans l'esprit de 4 Wavriens, a germé l'idée d'associer le carillon, symbole de liberté, à l'octroi de la charte des libertés de 1222. Le jeu de Jean et Alice était né. Non. Voilà. Allez, allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors, qu'est-ce que le jeu de Jean et Alice ? On ne va pas le décrire trop dans le détail, mais c'est vrai que c'est assez sympa. C'est un dialogue parlé, chanté, dansé entre Jean et Alice, les seigneurs de Wavre, et la population, qui symbolise, comme je vous le disais tout à l'heure, la remise de la charte des libertés au Maca, qui est le représentant des habitants de Wavre. On le retrouve. C'est un événement fédérateur, identitaire et citoyen qui est fort attendu par les habitants et qui est vraiment un pilier du patrimoine local. Il rassemble plus de 500 bénévoles, vraiment tous âges, toutes conditions sociales, toutes convictions politiques, philosophiques réunies. Tout le monde contribue dans un climat excessivement chaleureux à faire que cet événement soit un succès. Cet événement se représente tous les 5 ans en soirée au moment de l'Ascension. Cette année, en 2012, nous en avons vécu la 9e édition. Il y a vraiment des milliers de spectateurs. La ville est totalement envahie, c'est ça ? Non, mais le centre-ville, je veux dire, le centre-ville. Non, c'est-à-dire quand je parle de milliers de spectateurs à chaque édition, c'est à chaque année. En fait, les gradins peuvent accepter, je vais dire, 900 personnes à peu près. Je voudrais également signaler le fait que c'est un événement, bien sûr, local et identitaire, comme je l'ai dit, mais sa renommée dépasse quand même les limites de Wavre, et j'en veux pour preuve le fait qu'en 1958, le jeu a été inscrit à la liste des festivités officielles qui ont été présentées lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Avec le fameux atomium. Voilà. Allez, Zou, la suite. Voilà, on retrouve des belles photos. Alors voilà, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, il s'agit ici de l'arrivée officielle du bourgmestre Charles Michel, qui se trouve sur la droite en noir. Il porte le bâton avec lequel il donnera le coup d'envoi du jeu. En arrière-fond, notre hôtel de ville.
Jean et Alice de 2012, avec le blason de Wavre. Voilà le décor. Les géants, Jean, Alice et le maca. C'est la tradition, c'est notre tradition. Hein. Ouais. Voilà quelques images, vous voyez des chants, des danses. Je vais vous parler de tous âges confondus. C'est la danse des petits mitrons. Est-ce qu'il y a d'autres images encore? Oui. Voilà, la remise de la charte avec le personnage qui symbolise le maca. Alors, comme vous avez pu le constater, en fait, ce jeu est un mélange de fêtes bruegéliennes. Il y a un concert de carillon, il y a des distributions de tartes au fromage, c'est la spécialité gastronomique de Wavre, la tarte au stoffé, qui est distribuée au public. Oui. Une attention toute particulière est accordée également à la participation des personnes à mobilité réduite. C'est le cas ici pour cette dame, qui on a confectionné vraiment Voilà, alors les animations pour effectivement, comment les commerçants sont associés. Bon, on va passer ça en revue. Oui, c'est pas encore ça. Les animations de rue, c'est encore autre chose dans la mesure où, depuis 10 ans à peu près, un petit groupe, une centaine de bénévoles ont décidé de faire en sorte qu'une des rues commerçantes de la ville qui mène à la place de l'église soit également animée. Et donc, je voudrais récupérer. Voilà. Pour que ce soit vraiment une amorce au spectacle, ils ont, et on peut le voir sur, voilà. Vous voyez, c'est une fête bruegélienne où ils chantent, ils dansent, enfin ils mangent surtout et boivent et permettent au public d'acheter des carbonades, du pot-au-feu ou un petit clin d'œil, une macaflette. Qu'est-ce que c'est qu'une macaflette? Suspense, la macaflette, en fait, c'est une tartiflette revisitée à l'heure wavrienne, c'est-à-dire que le reblochon est agrémenté de fromage belge au Péquet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Péquet. C'est un alcool blanc. Voilà. Ouais, ça doit être léger comme... Tout à fait, tout à fait. Voilà, nous allons en venir maintenant à la réaction des commerçants. Voilà, je crois que c'est ça qui intéresse. Oui, parce que c'est vrai que je pense que ça va intéresser un peu notre auditoire, parce que vous dites que c'est pas toujours simple avec eux quand même. Hein. C'est pas toujours simple, effectivement. Alors, allons-y. Quoi qu'il en soit, nous estimons vraiment que le jeu de Jean et Alice est une très belle vitrine pour Wavre et c'est un événement que nous souhaitons vraiment développer au maximum. C'est une véritable réappropriation de l'espace public par la population. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église joue un rôle important dans le jeu et c'est vraiment l'endroit où doit se dérouler le jeu. Pourquoi ? Regardez bien la photo de gauche, vous voyez le parking est occupé, enfin la place est un parking actuellement. Ça a son importance dans la suite. Alors pourquoi la place de l'église ? À partir du moment où Wavre a reçu la Charte des libertés, elle a pu disposer d'une maison de ville. Qu'est-ce que c'est la maison de ville? C'est l'ancêtre de l'hôtel de ville. Et cette maison de ville qui était à la fois maison de ville et donc lieu de décision politique et à l'oblé se trouvait précisément sur la place de l'église. C'est un premier élément. Deuxième élément, le carillon joue vraiment un rôle essentiel dans le jeu et donc il serait totalement incohérent que le jeu se déroule ailleurs qu'au pied de l'église. Alors, nous en venons aux réactions des commerçants. Ça, vous allez m'expliquer pourquoi. Oui, les réactions, je vais dire, sont mitigées. Je vais quand même signaler que ce n'est pas l'unanimité contre le jeu, loin de là. J'en veux pour preuve aussi le fait que certains des commerçants wavriens sont parmi nous aujourd'hui. Ils ne sont plus à convaincre. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient dans la salle aujourd'hui montre bien aussi le fait qu'ils accordent une importance, enfin ils sont convaincus vraiment de l'importance de repenser centre-ville, dynamisme, etc. Donc je les remercie d'ailleurs pour leur présence. Mais tout le monde ne va pas dans le même sens. On constate vraiment qu'il y a peu de réelle implication de la part de l'ensemble des commerçants, même s'ils acceptent de mettre des oriflammes à leurs fenêtres.
Sincèrement, je trouve dommage. Est-ce qu'ils participent un petit peu à travers les illuminations? Je ne sais pas. Ce ne sont pas des illuminations, ce sont des oriflammes qui pendent aux fenêtres. Oui. Ah oui. En fait, la plus grande opposition que nous avons vient des commerçants de la place de l'Église. Pourquoi? Ils ont deux griefs. Voilà, ça occupe les places de parking, c'est-à-dire que les places de Wavre sont encore, comme c'était le cas avant dans de bon nombre de villes, dévolues au stationnement. C'était un héritage de la période où c'était tout à la voiture. Et donc, selon eux, le fait de ne pas bénéficier de ces places de stationnement devant leur commerce leur pose un préjudice. Autre problème qu'on peut reconnaître tout à fait, c'est le fait que les décors masquent en partie certaines enseignes, certaines vitrines. Alors qu'est-ce que vous proposez? J'imagine que vous planchez là-dessus pour savoir un peu comment convaincre les commerçants réticents de plus s'engager dans l'opération. Alors, prise de conscience progressive, voilà. Prise de conscience progressive. En fait, l'association des commerçants vient tout récemment de faire de manière informelle un petit sondage auprès des commerçants pour voir si vraiment ils ne seraient pas disposés à s'impliquer vraiment davantage dans le jeu qui se déroulera, je vous rappelle, en 2017, le prochain. Et donc, on a le temps de réfléchir, de plancher sur le sujet, et donc voir s'il n'est pas possible d'en faire plus. Et je dois vous dire que j'ai quand même vraiment bon espoir, parce qu'apparemment, je crois que les commerçants se rendent compte de la nécessité de saisir cette opportunité pour faire de cet événement vraiment une amorce pour attirer les chalands. Je souligne aussi l'excellente collaboration qui existe entre les différentes forces vives de la ville, que ce soit au niveau communal, association des commerçants, syndicat d'initiative qui porte le projet. Syndicat d'initiative, c'est lui le maître d'œuvre. Et donc pour la prochaine édition, grand espoir de synergie. Alors effectivement, régler la problématique du stationnement, puis peut-être piétoniser encore plus la ville, mais ce ne sera pas simple. Voilà, ça ne sera pas simple, d'autant que certains commerçants sont encore réticents sur le principe de piétoniser la ville. Quoi qu'il en soit, dans un souci de développer, d'une perspective de développer la convivialité, l'attractivité du centre-ville, nous avons commandé une étude urbanistique pour nous guider dans nos choix. Et une des solutions qui a été préconisée par cette étude, c'est justement de créer, de supprimer les places dévolues au stationnement, de créer des parkings souterrains en centre-ville et de créer des parkings de plus grande capacité aux abords immédiats du centre-ville. Et alors, quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est la perspective d'étendre, au moins pour un week-end, les animations médiévale à l'ensemble du centre-ville, enfin du cœur de ville. Nous avons déjà planché sur le sujet pour la prochaine édition et nous avons de belles perspectives d'organiser un tournoi médiéval, des démonstrations de fauconnerie, un marché, des dégustations. Voilà. Alors, ça y est, vous avez encore des slides ou pas? Je peux vous demander un petit privilège? Oui, allez-y, octroyez. C'est le fait de pouvoir entendre résonner le chant de Wavre dans cette superbe salle. Alors, allons-y pour le chant de Wavre. Bravo. Vous avez vu qu'il y a du monde qui supporte. Merci à vous tous. Vous voyez qu'il y a du monde qui supporte l'opération dans la ville. Rendez-vous en 2017. Une dernière question avant qu'on parte au Luxembourg.
Ça va pas être simple pour nous, parce que vous avez bien concurrencé là, notre ami de Strasbourg, là, avec vos carillons et vos tartes. Une dernière question quand même, est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'il y a un chiffre? On sait combien sont dépensés? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, oui. Vraisemblablement, l'ORECA bénéficie, mais on ne peut pas dire que... Du fait que le spectacle se déroule en soirée. Oui, bien sûr, je comprends. Merci à vous. Allez, on l'applaudit encore une dernière fois. Merci Françoise. Françoise Pijolet, donc première échevin. J'aime ce mot, première échevin, donc... à Wavre. Allez, Anne Darin-Jolin, venez me rejoindre si vous voulez bien. Donc après Strasbourg, après Bruxelles, on reste en Europe, dans les capitales de l'Europe. Nous partons donc à Luxembourg, on ne l'a pas fait exprès, coordinatrice du projet Union commerciale de la ville de Luxembourg. Et donc vous allez nous parler de quelque chose d'assez original, alors qui n'est pas, vous, un grand événement local, hein, mais c'est plutôt une autre logique. Comment on peut quand même associer le monde du... Ça marche. Le monde du commerce, etc. Et puis créer une dynamique, hein, bien évidemment. C'est à travers un concours commerce design que vous allez donc monter à Luxembourg entre les professionnels du design et puis les commerçants. Allez, allons-y. Alors, il faut que vous visiez par là. La présentation n'est pas encore... Allez-y, parce que comme je crois que vous avez pas mal de slides, n'hésitez pas. Voilà. Donc j'ai la difficile tâche de vous tenir en attention pour la dernière intervention. Donc je voulais déjà remercier Jean-Pierre pour nous avoir demandé de participer. Ce que je vais présenter, ce n'est pas directement un événement comme on vient de le voir pour les autres villes, mais plutôt un projet de dynamisation du commerce qu'on a lancé donc en ville de Luxembourg il y a 2 ans. La première édition était en 2010 et la deuxième édition cette année. Pour vous donner quand même quelques chiffres, je ne sais pas si tout le monde connaît le Grand-Duché de Luxembourg. Oui, à peu près quand même. Alors, donc, voilà. Donc c'est un petit pays qui se situe pas très loin d'ici, à peu près 1h30 en train, qui est entre l'Allemagne, la Belgique et la France. La population totale est d'à peu près 524 000 habitants, avec une particularité, c'est que nous avons 44% pratiquement d'étrangers. Alors je vous explique un peu ça, parce que ces chiffres-là sont très importants, notamment pour comprendre notre commerce, notre clientèle et nos défis. La population de la ville de Luxembourg, on vient d'accueillir la semaine dernière notre 100 millième habitant, donc on est dans les grandes villes maintenant, et dont évidemment une proportion encore plus importante d'habitants étrangers avec une multitude de nationalités. Nous avons une particularité que vous connaissez peut-être, c'est d'attirer tout un emploi extérieur et d'avoir environ 150, donc avoir énormément de travailleurs frontaliers qui travaillent à Luxembourg la journée. Et donc ça augmente notre population régulière. Par exemple, en ville de Luxembourg, la population est doublée pendant la journée. Donc ça a un impact très fort évidemment sur le commerce, sur la restauration et sur les besoins de toutes ces personnes. Et puis, on a à peu près, donc là j'ai peut-être un peu minimisé, mais on a à peu près 1000 commerces de détail, mais vraiment, j'exclus les grosses entreprises et toutes les grosses activités. Et à peu près 500 sont membres donc, de notre association. On est l'union commerciale de la ville de Luxembourg. C'est la plus ancienne union du pays, elle a une centaine d'années. Et effectivement, donc on a un rôle traditionnel de fédérer des membres, de dynamiser l'espace commercial. Voilà, on voit la donc carte. vous voyez un peu la ville, ça c'est la ville de Luxembourg. Il y a 24 quartiers différents. Vous en connaissez peut-être le centre-ville et le quartier gare et éventuellement le quartier du Kirchberg, qui est un quartier qui se développe beaucoup avec les institutions européennes et les banques, et qui est aussi un quartier commercial en développement. Donc, le concours dont je vais vous parler, le concours Commerce Design, c'est un concept qui vient de Montréal. Et l'idée à Montréal était d'embellir des rues commerciales qui commençaient à devenir vraiment vétustes, où la qualité commerciale était mauvaise, et puis de donner en même temps un marché à des jeunes architectes designers qui ne trouvaient pas vraiment de mission. Alors on a pensé que c'était intéressant chez nous à Luxembourg, parce que... D'abord, je vous explique un petit peu l'historique. En 2008, on a professionnalisé notre union commerciale. On a regardé un peu nos atouts et nos faiblesses et on s'est dit, tiens, il faut, au-delà des projets de dynamisation du commerce que vous connaissez tous, hein, de promotion, de publicité, on a essayé de trouver un projet porteur qui puisse vraiment nous permettre de faire du marketing plus européen ou international en s'appuyant sur nos atouts. Et on a remarqué que la qualité, en tout cas en design, était très forte et qu'on pouvait la valoriser et on pouvait l'encourager. On a aussi une autre particularité, c'est qu'on a sur la ville de Luxembourg à peu près 30%, donc un tiers de nos commerces qui sont des enseignes internationales, mais tout le reste ce sont encore des commerçants indépendants, ou des familles, ou voilà. Donc qui n'ont pas forcément les mêmes outils que les enseignes internationales en la matière. Donc ça nous paraissait un concept pertinent et on l'a mis en œuvre pour la première fois il y a 2 ans et cette année pour la deuxième fois. Deuxième fois, oui.
Donc l'idée, c'est de récompenser les commerçants qui ont investi d'une manière judicieuse avec l'aide de professionnels dans le design de commerce. Et on récompense un couple, hein, c'est-à-dire des commerçants et des architectes, qui ont fait les projets. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une paire. Et l'idée aussi, c'est bien évidemment de favoriser le rapprochement de ces deux mondes qui ne se connaissent pas forcément, surtout dans nos petits commerçants indépendants qui n'ont pas souvent eu affaire à des professionnels de ce type, plutôt à des agenceurs ou qui sont un petit peu en retard dans ce domaine. Notre idée, c'était vraiment de permettre par le projet, à long terme évidemment, de revitaliser les rues commerçantes, d'améliorer encore la qualité de vie, parce qu'on ne dit pas assez souvent, mais le commerce contribue vraiment au cadre de vie des habitants, et puis à renforcer encore une fois l'attractivité de notre ville en s'appuyant sur un point fort. Alors vous voyez, je vous montre un commerce, donc on peut croire que tout est très très beau à Luxembourg, mais on avait à l'époque encore pas mal de commerces de ce type. Donc un peu vieillot. Vous voyez, bon, je montre que la vitrine, hein, mais elle est reflet du commerce lui-même, où il y avait vraiment du travail. Donc le principe du concours, ce n'est pas un concours d'architecture avec un premier, deuxième et troisième prix, mais c'est vraiment que le jury puisse sélectionner 10 à 20 grands prix qui vont être promus d'une manière ex aequo et qui sont en fait le reflet de budgets différents, de vocations différentes sur tout le territoire de la ville. Et puis, pour pouvoir vraiment faire participer le public, un coup de cœur. Donc une fois que le jury a fait sa sélection, le public va être amené à pouvoir pendant plusieurs mois, enfin un peu plus d'un mois, à voter pour son coup de cœur, et celui-ci va être évidemment mis en avant et on va lui faire une promotion un peu plus spéciale. Après, bon, qu'est-ce qu'on gagne? Les commerçants, ils gagnent une campagne de communication. Ce n'est pas un prix en argent, mais c'est une grande campagne de communication où on va essayer le plus possible de parler de ces commerces avec cet atout. Ils gagnent aussi la cotisation à l'union commerciale, ce qui est parfois pas négligeable, mais bon, voilà, c'est toujours... mais c'est vraiment de la promotion dans des magazines spécialisés, avec tous les moyens dont on dispose. Et le sentier commerce, hein, c'est-à-dire que... Et oui, un sentier commerce design, voilà. Donc nous, on a, comme vous avez à Nancy, un City Shopping Info Point, donc un endroit où on va accueillir les clients et visiteurs de la ville et on va les renseigner sur le commerce. Et à cet endroit-là, alors on va promouvoir particulièrement les commerces qui sont lauréats, parce que c'est l'occasion, parce que les gens ont une demande déjà par rapport à ce type de... Et donc ça forme un circuit presque. Ça forme un peu un circuit et en fonction de leurs attentes, si c'est plutôt de la restauration ou des boutiques, on va les envoyer dans ces commerces. Alors là, je voudrais expliquer pourquoi on a travaillé sur cette question-là. On s'est quand même bien rendu compte, et comme vous le savez, que les comportements d'achat ont changé, que les personnes, les clients ont tendance bon, on peut séparer vraiment deux types d'achats différents. L'achat obligatoire des biens pour la maison, et puis un achat plaisir, où là, les gens, ils recherchent une expérience, ils recherchent de voir des choses différentes, comme vous disiez, peut-être des choses plus directes, aller rapidement à la satisfaction de leurs besoins. Et en même temps, ils sont inquiets, hein, vous le dites, même au Luxembourg, qui est quand même le pays le plus riche au monde, quasiment, hein, par habitant, il y a quand même une inquiétude des consommateurs. Donc, redynamiser tout ça, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a pas... la crise, elle est partout, hein, on n'est pas sur une île. Donc, pour les commerçants, c'est aussi un défi de bien s'adapter toujours aux exigences plus importantes de la clientèle. On voit arriver des tas de concept stores où on demande, le client va vers une coproduction, par exemple, des produits. On veut personnaliser ses chaussures, son sac. On va vers des choses beaucoup plus interactives, des concept stores novateurs. Et il faut toujours être à l'affût, évidemment, de ces nouvelles tendances pour pouvoir les adapter aux concepts commerciaux. Donc, si je résume un petit peu les éléments pour l'entreprise commerciale, ce qu'on a voulu faire passer, c'est que vous avez déjà tout dit au niveau de ce qui est important pour le commerce, évidemment l'emplacement qui est très important, bien sûr. Probablement le management, la gestion, les produits, mais on va utiliser, nous, le design de commerce comme un outil stratégique. Comme un autre. Voilà, c'est un outil qui va nous permettre vraiment de passer comment dirais-je, de l'étude de marché et de la traduire dans un lieu physique. Et ça, c'est très important. Si l'étude de marché est mal faite et si le commerçant ne sait déjà pas ce qu'il veut vendre, à qui et comment, alors forcément, derrière, la traduction dans un espace, elle va être peut-être incohérente. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une étape qui permet aussi de clarifier son projet commercial. Ça, c'est important. Et donc, à travers notre expérience avec les petits commerçants, on s'est rendu compte que parfois, justement, ces aspects-là n'étaient pas du tout pas clairs et ils avaient besoin de l'appui de professionnels pour les aider. Donc, clairement, qu'est-ce que ça apporte le design de commerce? C'est de définir un logo, c'est de définir des éléments de communication comme un logo, une charte graphique, des éléments de merchandising qui sont très importants, comme les sacs ou le packaging. Mais on va travailler aussi la façade, évidemment, l'aspect extérieur, l'harmonie avec l'intérieur, la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur.
évidemment l'agencement, puisque l'agencement va nous aider à aménager vraiment l'espace de vente, à le rendre fonctionnel, à le rendre vraiment pertinent. Profiter aussi par exemple de la rénovation d'un nouvel aménagement pour parfaire l'accessibilité du commerce. Nous on a des gros problèmes d'accessibilité à Luxembourg puisque notre zone commerciale est construite sur un peu un rocher si vous voulez, avec des tout petits espaces commerciaux avec beaucoup d'escaliers, donc c'est très difficile d'arriver à être aux normes. On a des espaces commerciaux qui sont petits, qui sont souvent moins de 100 mètres carrés, donc c'est pas simple à aménager, d'où la nécessité d'avoir des professionnels pour ce genre de défis. Et puis ça va jusqu'à l'éclairage, le design sensoriel, voilà, etc. Le design sensoriel, évidemment les nouveautés qu'on a aujourd'hui. Je dois appuyer. Mais le deuxième impact aussi du design de commerce, c'est vraiment de personnaliser son offre, donc de travailler, de mieux cibler ses objectifs et puis d'augmenter la qualité générale de son espace. Et ce qu'on attend tous, c'est d'augmenter sa fréquentation, donc augmenter son nombre de clients et évidemment son chiffre d'affaires, de gagner de nouvelles clientèles. Ça, c'est ce qu'on voit directement. C'est souvent l'espace va une nouvelle image va totalement changer la perception. La motivation du personnel. Et bien sûr, vous n'oubliez personne. Non, pour vous donner un exemple, on a quand même vu des commerces il y a 4 ans, ou même des espaces commerciaux où il n'y avait pas de toilettes pour les... À Luxembourg. À Luxembourg. Donc il y avait encore des choses vétustes ou des choses où il fallait sortir du bâtiment ou des choses... On n'est pas... Voilà, donc les espaces évoluent pour aussi une qualité. Souvent le commerçant il pense à la vente au client, mais on ne pense pas à la qualité du travail des personnes qui sont dans l'espace. Et pourtant c'est eux qui garantissent une bonne vente et qui garantissent évidemment motiver les commerçants. Bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment de motiver les commerçants à innover par l'exemple des commerçants primés et puis de faire que les atypiques deviennent de plus en plus la norme et d'avoir un effet d'entraînement. C'est ce qu'ont constaté Montréal, par exemple, où tout d'abord, vous avez les expériences en centre-ville et ensuite, elles font vraiment effet boule de neige. Et même dans les quartiers éloignés, vous avez des très bonnes expériences. Même dans les quartiers, oui, même dans les quartiers de banlieue, voilà, les cités. Oui, ou vraiment plus difficiles. Ouais. Il y en a encore? Oui, il y en a encore pas mal. Oui, il y a quelques photos, c'est ça en plus, non? Oui. Donc, la résultante, l'impact pour la ville, au final, c'est quand même d'avoir une amélioration du cadre de vie et des investissements rentables et de rentrer aussi dans une dynamique de destination design et d'être reconnu pour cet aspect-là. Donc le jury, c'est un jury professionnel, totalement indépendant des commerçants, et ça c'est très important, donc aucun commerçant dans le jury, mais des professionnels, architectes, designers, spécialistes de différents aspects, et puis des observateurs, et donc on a des dossiers qui doivent être remplis, souvent c'est les architectes qui nous aident, qui les font, et puis ensuite il y a des visites directes, le jury va visiter tous les espaces commerciaux. Les critères de sélection, je l'ai dit avant, mais je peux le rappeler, c'est vraiment la fonctionnalité, l'esthétique, le ciblage, donc la performance du design par rapport à la vocation du commerce. Ça, c'est le plus important. Et puis, l'impact, évidemment, pour la rue et le quartier, parce que c'est aussi très contextuel. On peut avoir un apport qui est vraiment et puis le budget, plus pertinent. Quand même. Alors, le coût au mètre carré, c'est combien à peu près en moyenne? C'est très variable. C'est très variable. C'est très variable. Un petit budget, ça peut être 200, 500 euros le mètre carré. Et puis, ça peut aller jusqu'à 4000 euros. Mais bon, là, on est dans des banques ou dans des choses qui sont vraiment incroyables. On est plus dans les 3000 euros. Et qui sont dans le concours, quand même. Mais qui sont dans le concours, puisque tout ce qui est éligible, c'est tous les espaces commerciaux ouverts au public aux heures traditionnelles. C'est-à-dire, ça peut être un service, ça peut être un cordonnier, ça peut être une agence ou une boutique. Et sur le territoire de la ville de Luxembourg. Donc l'admissibilité, bon, on va passer ça. Voilà. En général, les candidatures, il y en a beaucoup dans le domaine évidemment de la restauration, puisque la restauration 40%. Ça fait partie de son core business de créer une ambiance, donc c'est très important. Bien sûr. Mais aussi la mode qui aujourd'hui et voilà, tous les secteurs d'activité sont représentés. Nous avons eu le concours. Je vais vous montrer quelques images pour que vous voyez un petit peu des réalisations. Des lauréats de cette année. On va juste les faire défiler parce que pour qu'on ait le temps d'avoir des questions de la salle. Ouais. Voilà, si on peut les faire défiler, c'est pas mal, effectivement. Ça, c'était le coup de cœur du public. C'était un restaurant. Voilà. Un restaurant à très petit budget, une pizzeria. Très petit budget dans un quartier excentré. Avec un four à pizza. Enfin, ici, un très beau magasin, un concept store de... Voilà, je vais trop vite. Non, c'est bien, on voit. Un concept store avec une particularité d'un espace très difficile tout en longueur. On voit avant, après. Ce sont des belles réalisations quand même. On a vraiment des réalisations ici, donc un hôtel de centre-ville avec plusieurs corps de bâtiments qui ont été totalement rénovés pendant des années pour arriver à un résultat. Donc,
le restaurant. Et là, c'est complètement différent. On est sur un autre univers. Ouais. L'idée étant de restituer toujours un univers avec une fonctionnalité qui soit la meilleure possible, ouais. Avec un ciblage très bon, très pertinent. Ça, c'est un opticien, alors. Oui. Ouais, c'est un opticien. Ici, on a un bar. Donc, ouais. un bar un peu boîte de nuit, même. C'est très réussi d'une façon générale, hein. C'est très beau quand même. Oui, on s'est rendu compte, on ne pensait pas qu'on avait un potentiel énorme. Et on se dit, tout le monde nous disait, oh, mais vous aurez du mal à trouver des candidatures. On avait 38 candidatures, 35 la première année, 38 la deuxième. J3 par exemple, quelque chose de grande qualité, fait avec des menuisiers, avec des architectes locaux. J3 et le cuir, c'est ça Oui, J3, oui, le qui s'est installé chez nous avec quelque chose de vraiment très qualitatif, très beau. Alors, est-ce que tout ça se traduit en chiffre d'affaires pendant que vous faites défiler les... Alors, ce qu'on a pu nous remarquer, on a eu deux résultats. Un résultat inattendu, c'était la satisfaction des architectes qui, eux, trouvaient là une reconnaissance dans un domaine pour lequel, généralement, ils n'étaient jamais cités, notamment le design de commerce. Donc, pour nous, c'est aussi comment... donc là, c'est un concept store très intéressant aussi avec des objets qui viennent de partout. Donc, complètement différent, une tendance qu'on voit aussi aujourd'hui, avec une sélection très qualitative de produits. Donc vous disiez les architectes. Donc les architectes qui étaient satisfaits parce que c'est une reconnaissance. Donc du coup, ils s'intéressent plus à la matière commerciale. Donc du coup, le fait de mettre en valeur, et pas seulement les bâtiments publics, les maisons unifamiliales, mais le commerce, ça les attire à aller faire des designs de commerce. Donc pour nous, c'est qualitatif puisqu'ils vont du coup chercher des chantiers dans ce domaine et ça va apporter des choses... Et alors les ventes des commerçants ? Alors, les ventes des commerçants. Donc, c'est quand même... nous, on sait, les commerçants qui ont complètement changé un concept, qui sont passés d'un concept ancien à un concept vraiment beaucoup plus novateur, beaucoup plus travaillé, ça a donné généralement au moins 20% de ventes supplémentaires. Mais c'est très variable. Tout dépend d'où vous partez et vers quoi vous allez. Donc, en tout cas, les retombées sont tangibles et je dirais presque que c'est vraiment nécessaire puisque c'est vraiment une réflexion générale. Ouais. Alors Anne, est-ce que, avant de passer la parole à la salle, si vous voulez, il y a de charmantes hôtesses qui doivent avoir des micros et donc vous pourrez poser vos questions à Strasbourg, Wavre, Rouen et donc vous, Luxembourg, et puis même revenir sur la table ronde précédente, hein, si vous le souhaitez. Anne, à Bruxelles, ils ont fait un peu la même opération. Merci. Vous aurez droit à 2 applaudissements. L'accueil nancéien. À Bruxelles, ils ont fait des opérations autour de commerces à restaurer. Notamment, il y en a eu sur des commerces à restaurer. Est-ce que c'est pas ça aussi une bonne idée? Parce que ce qui pose problème en ville, c'est ce qui est vacant, c'est ce qui est en déshérence, ce qui est en très mauvais état, où les commerçants n'ont pas suffisamment d'argent peut-être pour restaurer leur propre local. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on essaye d'avoir une partie du concours qui soit orientée vers eux? Ils ont essayé à Bruxelles, donc la première année, ils se sont dit on va faire un truc un peu novateur. Ils ont fait 2 parties, les projets réalisés. Donc les projets doivent être réalisés dans les 3 dernières années, avoir été rénovés ou refaits dans les 3 dernières années. Et puis ils ont essayé avec des projets sur plan, donc des projets à venir. Le problème a été que finalement, souvent, une grosse partie de ces projets ne se sont jamais faits. Et donc, du coup, on a primé des projets qui n'ont jamais existé. Donc, c'est un peu délicat. C'est peut-être une piste d'évolution du concours. Mais en tout cas, toutes les villes qui l'ont, comme Montréal, Bruxelles, Eindhoven, Strasbourg récemment, ou bien Lyon, ou bien Marseille, n'ont pas encore développé. Et c'est déjà, pour nous, en fait, il y a déjà beaucoup de travail à accompagner des porteurs qui sont en phase ou qui sont en train de le faire. La conséquence qu'on a aussi, c'est que les gens viennent nous voir en nous disant moi, j'aimerais bien rénover mon commerce, comment je peux m'y prendre? Donc, du coup, on n'est pas prescripteur, mais on les envoie vers tous nos partenaires architectes, ordre des architectes et autres, où ils peuvent trouver toutes les réponses à leurs questions. Ouais. Bon, cette fois, vous pouvez vraiment l'applaudir chaudement. Voilà, merci. Peut-être un petit mot. Ah bah elle va vouloir un 3e applaudissement. Non, je voulais juste dire quand même un petit mot. Peut-être juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu comme pour les projets historiques, c'est de dire que, en tout cas, nous, on les encourage à ne pas détruire les lieux, mais à utiliser l'architecture commerciale, qui est très riche et très intéressante, pour conserver les espaces commerciaux comme ils sont, s'appuyer sur l'histoire des lieux et en faire quelque chose de plus... Surtout qu'on peut le faire aujourd'hui, il y a des matériaux qui permettent. L'église de Maastricht en est un très bon exemple. Donc, on peut vraiment faire des choses commerciales avec des concepts novateurs dans des lieux incroyables. Oui, puisque je disais des matériaux aujourd'hui sophistiqués, des matières qui fait qu'on arrive à les travailler tout en respectant bien évidemment le cadre historique. Alors, avez-vous des questions à poser à Bruxelles, enfin Wavre, pardon, excusez-moi, donc à Françoise,
à vous, Anne, concernant donc Luxembourg, Jean-Jacques et Strasbourg, et puis Mathieu et Rouen. Vous pouvez revenir évidemment sur le côté patrimoine, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure, avec Ton Armes à Maastricht, avec Boutigny, notre ami Alain Boutigny, journaliste, et puis M. Rouzot à Avallon et son tribunal désaffecté. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui? Ah ben allez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mon cher Jean-Pierre. Comme la première question est toujours la plus difficile, je voulais demander à Anne, est-ce que tu as un ABF? Est-ce que tu as tout ça au Luxembourg? Parce que nos problèmes, effectivement, sont très souvent des problèmes de patrimoine, de sites classés, de sites protégés, et on a souvent des difficultés. Les architectes, d'ailleurs, sont obligés de naviguer au travers d'un océan de lois les bâtiments de France, qui nous posent des problèmes dans les cœurs historiques de ville. Donc voilà, est-ce que ces sujets-là ont été des freins quelque part à un moment ou à un autre, ou est-ce qu'ils sont plus souples? Pareil, bien normalement, ça marche. Non, ça marche pas. Ça va marcher. Oui. Si, voilà, là, ça marche. En tout cas, chez nous, on a aussi les sites et monuments qui sont aussi très exigeants. Ça concerne certaines parties de la ville de Luxembourg près des bâtiments historiques. Dans ces cadres-là, c'est vrai que c'est compliqué. Pour nous, c'est des vraies discussions. Ça fait maintenant. Ça nous a donné l'opportunité, ce concours, de discuter de ces problématiques avec la ville et de les aborder, que ce soit pour les enseignes, que ce soit pour les rénovations de façades, parce qu'on rencontre de réels problèmes avec l'administration qui, elle, n'a pas du tout une réflexion commerciale, donc qui va s'arrêter à des normes qui sont un petit peu figées dans le temps et où on essaye de faire évoluer ça en concertation avec la ville. C'est pas facile. Nous, on aimerait mieux que ce soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'ils acceptent aussi de faire évoluer un petit peu l'existant. Mais c'est pas simple d'y arriver. Mais d'autant plus qu'en France. D'autant plus que quand on est dans un cœur de ville, c'est toujours plus cher. C'est plus cher d'investir dans de l'ancien ou dans des bâtiments existants que de construire un commerce dans un champ de betteraves. Et donc on a ce problématique-là aussi du coût qui se pose pour répondre à toutes les exigences que peut avoir le cadre, le patrimoine ou l'ensemble de villes. Donc voilà, c'est un vrai souci pour nos villes, ça. C'est un vrai souci. Peut-être un peu moins chez nous. C'est très, très sectoriel au niveau de la ville. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut quand même faire des choses. Enfin, s'il y a des architectes dans la salle, ils doivent pouvoir témoigner qu'effectivement... Il y en aura demain, en tout cas. Il y en aura en tous les cas demain, mais il doit y en avoir aujourd'hui dans la salle. Ils pourraient témoigner qu'effectivement... il y a toujours un problème de coût. C'est-à-dire qu'on nous demande tellement de choses que ça augmente automatiquement le coût dans les cœurs de ville. Allez, autre question. Y a-t-il d'autres questions à poser à nos invités? Non, Rouen, l'Armada, les unions commerciales, là, alors vous n'allez peut-être pas faire des armadas chez vous, mais est-ce que ça peut vous inspirer? Il y a des choses, il y a des questions à poser? Sur le marché de Noël aussi? Oui. Moi, je voudrais encore poser une question, justement, dans la démarche qui est faite à Luxembourg. On voit souvent, effectivement, les commerçants qui investissent pour actualiser et rendre plus attractif leur surface commerciale. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le bâtiment entier reprenne de l'allure, reparticipe convenablement à la vie de la cité. Alors, est-ce que vous avez, dans ce cas-là, un impact sur le propriétaire du bâtiment ? Là, c'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup du propriétaire. Donc, il y a des bâtiments où les propriétaires voient cette rénovation comme une véritable plus-value et puis ils vont investir et ils vont le faire. Et puis, malheureusement, il y a d'autres endroits où, j'ai le cas en tête d'une galerie commerçante difficile, où là, c'est très compliqué. La copropriété, c'est des institutions financières ou des banques, personne n'investit. Et donc, c'est un combat quotidien pour les commerçants pour arriver à avoir de la clim ou que les choses fonctionnent. Donc, on a des cas de figure différents. Je dirais que les propriétaires, en général, sont quand même... ils sont assez conciliants. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas. Bon, les loyers sont très élevés aussi. Donc, Oui, mais justement, on arrive parfois à une situation où, dans le commerce des villes, il n'y a plus que le propriétaire qui gagne sa vie. Oui, c'est une problématique. Le problème du bail commercial et le problème des propriétaires, c'est vrai que c'est difficile. C'est d'autant encore une question vraiment cruciale chez nous parce qu'on n'a pas comme en France une propriété commerciale, donc le bailleur est moins protégé que dans certaines législations. On est en train de réfléchir à ça pour faire évoluer la question. Donc justement, pour garantir un peu plus l'investissement commercial du commerçant qui vient de s'installer. Donc ça, c'est une question par contre vraiment un enjeu capital pour nous. Allez, autre question. Y a-t-il d'autres questions à poser?
Vous avez l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Mathieu, le marché de Strasbourg, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe à Rouen, j'imagine? Parlez bien dans le micro, on va vous l'ouvrir, voilà. Je vais attendre qu'il s'ouvre. Voilà. Ouais, voilà, donc, il y a une pâle copie, évidemment. Et donc, comme toutes les pâles... En plus, Rouen a la malchance d'avoir très peu de places de taille importante. Donc, en fait, tout ce qu'on peut mettre sur nos places a l'air tout à fait embryonnaire, puisqu'il est difficile de mettre plus d'une trentaine de chalets. Donc, ça ressemble pas à grand-chose. Et il n'y a pas de grandes avenues qui permettent de faire, comme à Amiens, par exemple, des choses qui peuvent être assez spectaculaires. Néanmoins, moi je pense qu'on peut essayer d'animer les périodes de Noël de manière originale. Alors, on n'a pas déposé à l'INPI, donc vous pouvez tous copier, ça ne me pose aucun problème. Méfiez-vous, il va le faire. Non, mais si c'est Strasbourg, là je serais vexé, mais parce qu'on ne copiera pas la vôtre, donc on ne copiera pas la nôtre. Non, je pense que ça peut être copié partout. Nous, en fait, on est en train d'essayer de monter des choses autour des enfants. Et d'essayer de se dire que finalement... Non, pas un marché de Noël, des animations autour des enfants. Ah oui. J'ai pris exemple sur ce qui s'était fait à Lyon, où il y a énormément d'animations qui ne sont pas commerciales au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. En revanche, si vous voulez, on part du principe que si pendant tout le mois de décembre, on donne envie aux enfants qui traînent souvent les parents de venir à Rouen et de venir participer à des animations, alors on aura certainement gagné une partie de notre pari qui consiste à faire revenir les clients pendant le mois de décembre, une fois, 2 fois, voire plusieurs fois à Rouen. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place l'année dernière, qui est en train de prendre de l'ampleur, à tel point que la mairie de Rouen est en train d'abandonner une partie de ses animations pour venir renforcer les nôtres. Donc je pense que là aussi, on est dans du travail à long terme, où des associations de commerçants peuvent petit à petit influencer l'action des villes, influencer l'action des mairies, et plutôt que de faire des choses qui se concurrencent, essayer vraiment de les construire ensemble. Alors sachant que nous, je me permets d'intervenir parce que tu vas avoir un procès. Tu n'auras pas de procès avec Jean-Jacques pour l'appellation, mais capitale des enfants. Ah, j'ai pas parlé de capitale, moi, nous on est très modeste. Ça va être déposé pour Nancy pour cette année. Et donc on fait tout au niveau des éléments. Ils sont redoutables dans l'Est, hein. Donc, deux procès en cours qui vont te coûter cher. Mais nous, à Rouen, vous savez, on est conscient de nos limites. Et donc, on fait les choses petitement. On se prétend capitale de rien du tout. C'est pas vrai, en plus, parce qu'une des pubs de la ville, c'est Rouen, un air de capitale. Rapport à la lettre R. Donc, on va pas faire de capitale. Si un jour, il y a le TGV qui va de Paris à Rouen. Mais en tout cas, je note que c'est drôle comme accueil. Nous, on doit être un des derniers entrées dans les vitrines de France. Et ça fait déjà 2 procès qu'on essaye de me mettre sur le dos. Quand je pense que je viens de retarder mon départ en TGV et que j'ai loupé celui que je devais prendre pour écouter les questions, c'est pas très sympa. Il est formidable. Allez, mais il n'empêche, dernière chose, demain je vois le cabinet d'Aurélie Filippetti et j'ai prévu de lui demander de nous consacrer quelques églises pour faire des librairies, puisque j'ai une autre casquette, c'est celle d'être libraire et président du syndicat des libraires. Et donc, je verrai si le ministre de la Culture a envie de consacrer beaucoup d'églises à des librairies. Oui, parce que je tourne ton arme, il y a en France toute une réflexion, effectivement, sur un certain nombre de lieux de culte qui sont quasiment plus du tout suivis, et effectivement de les transformer, mais en collaboration, évidemment, avec le clergé, quoi. Alors, Jean-Jacques, petite question, et maintenant pour le marché de Strasbourg, pour la prochaine édition. Tout à l'heure, je me posais la question, enfin je vous l'ai dit, l'idée d'être saturé, une course au gigantisme, jusqu'où vous pouvez aller? Vous allez me dire que les sapins de Noël ne montent pas jusqu'aux arbres, jusqu'au ciel, on est d'accord. Comment toujours faire vivre ce concept, alors de la qualité, de l'originalité, tout ça j'en suis sûr. Mais comment le renouveler? Est-ce qu'il faut le renouveler foncièrement de fond en comble tous les 5, 10, 15, 20 ans? Pour le moment, on a pu y échapper, mais dans la mesure où il ne faut pas changer une équipe qui fonctionne, comme on dit, c'est valable également pour une opération. Mais pour prendre un exemple et pour revenir aux enfants, parfois on nous fait des reproches dont on tient compte. Exemple, on nous a dit Noël, c'est la fête des enfants. Et vous n'en faites pas suffisamment pour les enfants. Et donc, on a pris cette remarque tout à fait au sérieux.
Et depuis 3 ans, on a rajouté un village, non pas un marché des enfants, mais un village des enfants, en plein cœur de la ville. Et on n'y vend rien. Mais quand je dis on n'y vend rien, du tout, c'est exact. Mais quelque part, le fait de créer, on est entre nous, et ce village des enfants fait qu'on attire une clientèle supplémentaire. Et les enfants tirant, parce que ce village des enfants est ouvert pendant tout le mois de décembre, et de nombreux enfants attirent les rares parents qui n'auraient pas voulu aller à Strasbourg, capitale de Noël. Et donc, quand ils vont au village des enfants où on ne vend rien, ils vont un peu plus loin et ils achètent quand même. Il retombe toujours sur ses pattes. Hein. Allez. Dernière question, est-ce qu'il y en a encore une ou pas? L'après-midi a été dense. Non, Stéphano, vous voulez nous dire un petit mot, non? Un peu de ce qui se fait en Italie sur les grands événements. Vous êtes bon là-dessus quand même, hein? Vous avez un patrimoine. Non, ça va, on a fait à peu près le tour. Eh oui, il y a beaucoup de grands événements en Italie aussi. Avec le patrimoine que vous avez, c'est normal. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, monsieur. Allez, on va conclure avec vous peut-être. Oui, moi, j'ai juste une... Si vous voulez vous présenter. Oui, je suis Dominique Babijon, architecte d'intérieur. Et je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt un petit commentaire, si vous me l'autorisez. De tous ces exposés, moi, il y a une chose qui ressort, et 2 mots, c'est à la fois sincérité et authenticité. On s'aperçoit que parmi tous les exposés qu'on a pu voir, que en fait, ça fonctionne lorsqu'il y a ou d'authenticité et de la sincérité. D'ailleurs, c'est 2 mots qui communiquent très bien. Je vois par exemple à Strasbourg, le marché de Strasbourg fonctionne parce que c'est un marché qui se greffe sur une tradition locale. Il marche aussi à cause de cela et son succès se perpétue parce que derrière, il y a une vraie sincérité. Ce marché de Noël, si on le greffe ailleurs, on voit tout de suite que ça va moins bien fonctionner. Et donc, Monsieur Gzell, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. En ce qui concerne, par exemple, le Luxembourg, moi, ce que je vois, c'est que c'est pareil. Dans le souci de rénovation, ce qui marche, c'est la sincérité. Il ne suffit pas de mettre, comme on le voit aujourd'hui dans un magasin, un vers de Baudelaire inscrit au mur pour que le chiffre d'affaires décolle. Mais par contre, s'il y a une réelle sincérité et s'il y a un réel besoin et un ressenti de prendre un égard pour la clientèle, aussitôt ça c'est vraiment perçu et les gens ne s'y trompent pas. De la même manière, je pense qu'à Rouen, on s'aperçoit que greffer un succès commercial sur une manifestation qui n'a pas grand-chose à voir avec le commerce, ça fonctionne pas toujours, sauf si on y trouve un lien. Alors après, bon, évidemment, on a le droit de prendre quelques libertés par rapport à cette sincérité. L'essentiel, c'est qu'elle soit perçue comme telle. Et de la même manière, pour ne pas oublier Wavre, je pense que ça fonctionne et que c'est vecteur de succès parce que ça se greffe sur quelque chose de traditionnel et que là aussi, il y a une part de sincérité. Oui, et d'authentique et qui est dans les gènes de la ville, quoi. Hein. À Wavre, voilà. C'est vraiment dans les gènes de la ville. Tout à fait, voilà, exactement. Ouais. Bon, dernière question ou pas? Oui, madame? Voilà, au premier rang, on va vous donner un micro. Bonjour, alors moi je suis maire adjointe à la ville de Reims et je voudrais donc transmettre un message à notre ami de Rouen qui se rapproche donc de nos vitrines de Reims qui organise un magnifique marché de Noël. Je crois que nous sommes le 3e, on ne va pas faire la guerre des marchés, mais il consacre le marché de Noël vraiment autour des enfants en liaison avec la ville. Nous travaillons en étroite collaboration et le marché de Noël est essentiellement axé sur les enfants avec beaucoup de gratuité, justement. Presque tout est gratuit. Voilà. Devant Jean-Pierre. Non, mais c'est pour dire au monsieur de Rouen de se rapprocher. Voilà. Avec plaisir. Entre cité à cathédrale, vous pourriez vous entendre. Merci à vous tous, à moins que quelqu'un veuille encore ajouter un petit mot, une prolongation, un prolongement, non? Alors, je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont réservé au cocktail de gala qui est à 20h, qui est extraordinaire puisque c'est sur la place Stanislas, hein, c'est ça, Jean-Pierre. C'est donc le cocktail de gala dans les grands salons d'hôtel de ville de Nancy, place Stanislas, donc complètement éclairé. Vous verrez, c'est totalement féerique. C'est à 20h, donc pour ceux qui ont réservé, pour ceux qui n'ont pas encore réservé et qui souhaiteraient y aller, j'ai cru comprendre qu'il y a des hôtesses qui peuvent prendre des inscriptions dans le foyer à la sortie du théâtre. On les remercie encore tous les 4, chaudement.
Merci à vous tous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous donne rendez-vous demain dès 9h. Soyez à l'heure si vous pouvez. On va essayer de démarrer à 9h. Vous verrez, on a un très beau panel d'architectes, de designers. Après, on parlera des centres commerciaux et puis dans l'après-midi, des nouveaux concepts. Voilà. Merci à vous tous et à tout à l'heure, donc 20h, place Stanislas. Merci.